Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va explorer un thème que vous avez choisi lors du dernier sondage. Quel est le plus grand mystère non résolu de votre famille? Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais raconter des histoires d'ovnis et d'extraterrestres. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, c'est parti. Le jour où mon père est mort d'un accident de voiture, qui impliquait une remorque de bateau au milieu de nulle part. En 1991, ma mère a trouvé une boule de médecine chinoise dans notre boîte aux lettres, qui contenait une cloche et une lettre qui disait « Je suis désolé ». Elle l'a trouvée avant de recevoir l'appel annonçant la mort de mon père. La première autopsie de mon père a révélé un taux d'alcoolémie élevé. Ma mère a demandé une seconde autopsie et il n'y avait pas d'alcool dans son corps. Elle l'avait vu moins d'une heure avant sa mort, et il n'avait pas bu ce matin-là. Mon père était un candidat tiers au poste de gouverneur de l'État, et il publiait un journal indépendant, qui dénonçait les politiciens et les organisations corrompues. Lorsque la maison de mon arrière-grand-oncle a été démolie, on a trouvé de l'argent caché partout, même dans le sol et les murs. Personne ne sait d'où venait tout cet argent. En Angleterre, vers l'an 1880, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère a reçu une lettre de sa fille. Elle l'a lue, puis l'a jetée au feu, en disant « Elle a fait son choix. Maintenant, qu'elle accepte les conséquences. » Mon arrière-arrière-grand-mère, sa fille, n'a jamais su ce qu'il était advenu de sa sœur Alice, qui a ensuite immigré aux États-Unis. Il y a quelques années, un de nos parents inconnus nous a contactés par l'intermédiaire de l'un de ses services de généalogie ADN. C'était une femme. Elle est métisse et a des racines jamaïcaines, mais n'a pas de documents familiaux clairs. Je pense qu'elle et sa famille sont les descendants d'Alice. On ne sait pas ce que mon grand-oncle a fait après avoir disparu au Mexique, au début des années 80. C'était un individu assez instable. Il a eu une enfance très difficile et a été envoyé au Vietnam. Il s'est porté volontaire pour plusieurs autres missions parce que, comme il le dit à ma tante, il aimait tuer des gens. Il est revenu, il s'est marié et il a eu un fils. Il s'est fortement impliqué dans le crime organisé de sa ville natale. Il est devenu très violent avec sa femme et son fils, qui est mon cousin. Sa femme le quitte et prend mon cousin avec elle. Le grand-oncle passe les années suivantes à les poursuivre et a essayé de les assassiner. Le FBI finit par s'en mêler et il disparaît. On a appris qu'il était parti au Mexique lorsque, 16 ans plus tard, ma grand-mère a reçu un appel de sa fille, nous annonçant qu'il était décédé. Le fait qu'il a apparemment été non seulement en vie pendant tout ce temps, mais qu'il ait également fondé une autre famille, a été une surprise. Malgré tout, mon cousin a décidé d'assister aux funérailles au Mexique. Lors de l'exposition, il nous a raconté que deux types bien habillés sont arrivés en limousine. Ils se sont approchés du cercueil, ils ont pris une photo du corps de mon grand-oncle et ils sont partis, sans avoir dit un seul mot à qui que ce soit. On a beaucoup de questions. Ma grand-mère avait l'habitude de répondre au téléphone avant qu'il ne sonne, et il y avait toujours quelqu'un au bout du fil. Elle nous disait aussi d'aller ouvrir la porte à la famille et aux amis, quelques secondes ou quelques minutes avant qu'il ne soit en vue de la maison. C'était une femme extraordinaire. Ce que mon grand-père a réellement fait dans l'armée. Il dit qu'il était comptable et qu'il rédigeait des chèques de paix. Mais on sait aussi qu'il parlait russe, qu'il était un excellent tireur au fusil, au point que lorsque j'étais au corps junior d'entraînement des officiers de réserve et que je faisais des exercices de tir, il m'a averti de rater plusieurs fois volontairement, parce que les meilleurs tireurs deviennent des snipers, et que les snipers ne vivent pas très longtemps. On a découvert après sa mort que l'expression « comptable » était une couverture extrêmement courante. Lorsque mon beau-père a rejoint la famille, il avait quitté l'armée depuis longtemps. Mais aucune de ces histoires ne mentionne de lieu ou de période, seulement le type d'environnement et peut-être un peu de ce qu'il y avait fait. Il nous a parlé de poser des pièges mortels dans des tunnels et de se faufiler dans la jungle.
Ces vieilles histoires ont pris tout leur sens lorsque la vieillesse a commencé à lui jouer des tours. Il était en train d'installer un piège dans l'allée pour empêcher ces maudits enfants de rouler à vélo sur son terrain après l'école. Et c'est là que, par chance, le shérif local est passé par là et s'est arrêté pour lui dire non. On dit que mon arrière-grand-père a disparu un jour. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Il n'avait que 70 ans et était encore très actif. Il était toujours impliqué dans les affaires et toute la grande famille vivait dans la même région. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans cette petite ville où la plupart des gens se connaissent, personne n'a remarqué son départ. Ma grand-mère pleura encore le jour de son anniversaire et le jour de l'anniversaire de sa disparition. Il était très aimé. C'était en 1985, en Inde. J'avais 30 ans quand j'ai appris que ma mère avait été mariée à quelqu'un d'autre avant de rencontrer mon père. Son ex-mari est mort prétendument dans un accident de bateau. Puis, 10 ans plus tard, elle a rencontré mon père et ils se sont mariés. Ça fait 30 ans maintenant. Nous avons pu trouver des documents de mariage prouvant que l'autre homme existait et qu'ils étaient mariés. C'est vraiment bizarre parce que je n'en avais aucune idée. Mais il aurait fait de la plongée sous-marine et aurait été heurté par un bateau des gardes-côtes. Je n'ai pu trouver aucun document officiel, ni journal, et je pense qu'il devrait y en avoir. Donc on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ma mère parlait toujours de ma tante, et du fait que son premier mari était un alcoolique violent. Alors on se demande tous si elle ne parle pas en fait secrètement de son premier mari. Mon grand-oncle a disparu. On pense que c'était la mafia, parce qu'il devait beaucoup d'argent. Il aurait également pu simuler sa propre mort pour s'éloigner. Mon arrière-grand-mère a engagé un détective privé, mais ça n'a rien donné. On a toujours dit à mon père que son grand-père était mort quelque part dans le nord de la Suède, en 1903, laissant sa grand-mère seule avec 9 enfants. Quand j'ai commencé à faire de la généalogie, j'ai essayé de retrouver l'acte de décès, mais je ne l'ai pas trouvé. Après avoir fouillé un peu plus, j'ai fini par le découvrir. Il a traversé la frontière norvégienne, il a pris un bateau pour Liverpool, puis un autre bateau pour les États-Unis. Et après ça, plus de traces. Ma femme et moi faisions des courses. Nous avons acheté un beau morceau de saumon du Pacifique pour le dîner. On a payé pour ça. On l'a mis dans le sac avec le reste des courses. On a ramené tous les sacs à la maison. On a sorti le poisson du sac et on l'a posé sur le comptoir de la cuisine. Puis, on ne l'a jamais revu. Il n'était pas dans la poubelle, ni derrière le frigo ou quoi que ce soit d'autre. Il avait tout simplement disparu. On a vécu dans cet appartement pendant 4 ans par la suite, et on ne l'a jamais retrouvé, ni senti de poisson pourri. On ne sait pas qui a tué mon arrière-grand-père. C'était soit sa femme, soit l'un de ses enfants. C'était un ivrogne méchant et violent. Les rumeurs disent qu'il a également agressé ses propres filles. La réponse à cette question est morte avec mon grand-père. Il était le dernier d'une fratrie de 7 enfants. Ma mère nous a confié, mon petit frère et moi, à un couple sans enfants. Ils nous avaient adoptés, mais ils nous ont rendus quelques mois après. J'avais 2 ans, et mon frère avait 6 ou 8 semaines. Évidemment, nous étions trop jeunes pour en garder le moindre souvenir. Nous ne savons pas qui étaient ces personnes, ni ce qui s'était passé pendant que nous étions avec elles. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où se trouvent mon oncle et ma tante. Apparemment, dans les années 80 et 90, mon oncle a effectué de fréquents voyages d'affaires en Amérique du Sud, en utilisant son avion privé. Certes, il n'a jamais confirmé qu'il faisait de la contrebande de drogue, mais c'était évident. Un jour, au milieu des années 90, lui et sa femme ont disparu de leur maison. Rien ne semblait suspect, rien n'avait été volé, pas d'effraction, rien. Personne n'a entendu parler d'eux depuis lors. Les 2 théories les plus répandues sont qu'ils ont été tués en raison d'éventuelles mauvaises relations avec des trafiquants, ou alors qu'ils aient économisé assez d'argent
et soit parti en exil dans un autre pays. La protection des témoins est une autre théorie, mais qui sait? Apparemment, mon arrière-arrière-grand-père était censé être mort pendant la guerre civile, d'après le côté de la famille de mon père. Cependant, il n'était pas mort, et il a eu plusieurs fils et filles. Donc nous essayons toujours de comprendre cette question. Tout le monde semble penser qu'il a échangé ses plaques militaires avec celles d'un soldat décédé, et qu'il s'est juste tiré de là, pour pouvoir rentrer chez lui et retrouver sa famille. Du côté de la famille de mon père, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, et on se dispute à propos de nos théories. Mon père a été retrouvé dans un ruisseau, derrière son entreprise, mort d'un coup de fusil à canon scié dans la tête. La police de notre petite ville a conclu un suicide, mais son meilleur ami dirigeait les pompes funèbres locales, et des années plus tard, il m'a dit qu'il ne pensait pas que le coup avait été auto-infligé. Il y a des signes qui montrent que ça pouvait être un suicide, comme ça pouvait être un meurtre. Connaître la vérité ne le ramènera pas à la vie, c'est une raison de plus pour laquelle je ne remettrai jamais les pieds dans ma ville natale. J'ai 2 histoires de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ma femme avait 2 grands-oncles qui ont disparu alors qu'ils étaient enfants. Tous les 2 chantaient des chansons qui se moquaient des nazis. Des sympathisants nazis les ont attrapés et ils ont été emmenés et ne sont plus jamais revenus. L'autre histoire date de la même époque. Le mari de la grand-mère de ma femme est parti à la guerre et sa grand-mère a appris que son mari était mort au combat. Elle se remarie et elle a des enfants. Un jour, alors qu'elle étend le linge, un homme apparaît. C'est son premier mari. Elle lui explique simplement qu'elle a tourné la page, qu'elle ne pensait pas qu'il était en vie. Il la serre dans ses bras et s'en va. Elle ne l'a plus jamais revu. Le mari de ma grande-tante est mort d'un empoisonnement au cyanure, le jour de l'anniversaire de leur mariage. Elle a été vue avec son ex-mari une semaine plus tard, et ses voisins ont dit qu'elle parlait d'assurance vie. Mon grand-père avait alors coupé les ponts avec elle, et elle est morte aujourd'hui. Nous étions en vacances à Sedona en Arizona il y a probablement une quinzaine d'années. Nous étions allés voir cette église très intéressante au flanc d'une falaise. En montant la colline, mon père m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Tu vois ce type en fauteuil roulant là-bas ? J'ai une étrange envie de le serrer dans mes bras, et je ne sais pas pourquoi. » Mon père n'est pas du tout comme ça avec les étrangers, et au final, il n'a pas pris l'homme dans ses bras. Quelques années plus tard, mon père est au travail et vend des voitures. Il a vendu une voiture à un homme qui, au moment de monter dans sa nouvelle voiture, a baissé sa vitre et a dit à mon père « Tu aurais dû faire un câlin au type devant l'église. » Après ça, il est parti, et mon père est resté sans voix, avant même de pouvoir lui demander comment il avait pu savoir quoi que ce soit à ce sujet. Personne ne savait que cet événement avait eu lieu, à part mon père et moi, jusqu'à ce moment-là. Ça me dérange encore aujourd'hui. Comment ce type a-t-il pu savoir ? Il y avait un enfant bizarre dans mon école primaire. Il parlait tout seul, ne voulait jamais jouer avec les autres enfants, et je me souviens d'une leçon sur le thème « Qu'est-ce qui vous rend spécial ?» Il nous a dit qu'il pouvait voir les choses arriver avant qu'elles n'arrivent. En 3e année, il a dit à son professeur qu'il allait s'étouffer et mourir. Ce dernier a fait une crise cardiaque une semaine plus tard. En 5e année, il a fait une énorme crise, et il a catégoriquement refusé de monter dans le bus scolaire pour rentrer chez lui. C'était tellement grave que des enfants pleuraient dans le bus, et que le principal a dû le prendre à part et appeler ses parents. Ce même bus a été renversé ce jour-là par un chasse-neige, et a pris feu.